Bonjour Nicolas. Bonjour Serge. J'ai relu vos derniers livres et je partage totalement avec vous l'idée que, je cite entre guillemets, les NBIC, donc rappelons nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, sont notre avenir. Elles vont transformer notre économie. À titre personnel, j'ajoute qu'elles vont transformer profondément notre société. Et pourtant, je constate que la classe politique est totalement absente de ces débats. Je suis allé voir les blogs de presque tous, enfin, de politique qui compte, les sites internet des partis, les embryons de programme pour 2017, d'ailleurs qui semblent être à court terme, et donc certainement pas dans le sens des révolutions technologiques. Est-ce que vous partagez mon sentiment que la classe politique est totalement absente de ce phénomène impressionnant? Bien sûr. Alors, je partage complètement votre constat. Il y a plusieurs, et ça m'inquiète aussi, ça m'embête aussi, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première réponse, je dirais, la plus intellectuelle, alors je vais être un tout petit peu cuistre, mais on la trouve chez Marx. En réalité, Marx explique que les mouvements de la société partent de l'économie, ce qu'il appelle les infrastructures, les forces de production, les rapports de production, et donc partent de l'économie pour aller vers le reste de la société, ce qu'il appelle les superstructures. Et donc dans les superstructures, vous avez le droit, vous avez l'État, vous avez l'éducation, vous avez les arts, vous avez tout ce que vous voulez. Et d'une certaine façon, les politiques arrivent tout en bout de chaîne. C'est-à-dire que les mouvements de la société, ça part de l'économie, de proche en proche, comme vous l'avez dit, je partage tout à fait ça, ça modifie la société, et puis tout au bout, vous avez les politiques. C'est quelque chose qui heurte toujours un peu en France, parce qu'on est dans un état d'esprit assez étatiste, où on pense finalement que tout doit venir de la politique. Mais en réalité, ce que nous dit Marx, c'est que c'est l'inverse. Les grands changements viennent de l'économie, et puis au bout du bout, le politique, il s'adapte comme il peut. Alors, évidemment, ça dépend des pays. Dans les pays scandinaves, l'adaptation se fait plus en douceur qu'en France, où on a un système étatique qui est extrêmement rigide, et où l'adaptation se fait de façon violente. Vous aviez un président du Conseil très connu qui s'appelait Edgar Faure qui disait, à juste titre, la France est toujours en avance d'une révolution parce qu'elle est toujours en retard d'une réforme. C'est une façon de répondre à votre question. Alors ensuite, bon, il y a des façons plus prosaïques de répondre à cette question. On peut dire que les politiques aujourd'hui sont dans une urgence de très court terme. Ce qui intéresse le politique aujourd'hui, notamment au gouvernement, c'est comment on retourne la courbe du chômage là, dans un mois, dans 2 mois. Donc on réfléchit aux emplois aidés, aux exonérations de charges, mais les NBIC, ça ne va pas apporter de l'emploi dans 1 ou 2 mois. Et puis l'autre explication, c'est le fait tout simplement que l'opinion publique française ne s'intéresse pas encore à ces sujets. Et si vous voulez, c'est tout mon combat. Et c'est le vôtre aussi, c'est le nôtre en réalité, c'est d'essayer de faire comprendre à l'opinion publique que notre avenir, il est là, que c'est passionnant, que c'est une façon surtout de reprendre notre avenir en main et que c'est une promesse de croissance économique et de prospérité. Si on arrive à faire comprendre ça à l'opinion publique, les politiques suivront. Et pourtant, il y a une formule que tout le monde connaît, gouverner, c'est prévoir. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune prévision, aucune vision à long terme. Et alors en plus, quand on voit la pantalonnade du vote de la loi Macron, mais on se dit, dans les prochaines années, il va y avoir des décisions très importantes à prendre sur justement ces nouvelles technologies. Et je reprends également un livre que je viens de lire, que j'ai repris récemment de Francis Fukuyama, qui était écrit en 2002, et lui-même posait déjà des questions sur la liberté pour les parents d'avoir le type d'enfant qu'ils veulent, c'est ce que nous offre les NBIC, la liberté pour les scientifiques de continuer leurs recherches sans entrave, et la liberté pour les entreprises de faire usage des technologies afin de créer de la richesse. Mais je pense que si la classe politique, dans la mesure où les Français ne sont pas conscients de ces révolutions technologiques, est-ce que la classe politique a la compétence, ou est-ce que c'est un manque de volonté d'aller dans ce sens pour ouvrir les yeux des Français, finalement? Non, c'est un manque d'information. Mais moi, je pense qu'il y a un formidable discours politique à construire là-dessus, surtout en France et en Europe. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe reste un continent d'innovation. On voit qu'on a quand même beaucoup d'entreprises en Europe. On a beaucoup de ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des endroits dans lesquels on a des entreprises, des chercheurs, des universitaires, des financiers, etc. Y compris en France. Quand vous voyez le plateau de Saclay, pas très loin d'ici, quand vous voyez les nanotechnologies à Grenoble, il se passe vraiment dans notre pays des choses extrêmement intéressantes. Donc la France et l'Union européenne restent des endroits, si vous voulez, des territoires d'innovation. Le problème, c'est que cette innovation aujourd'hui, elle est bornée parce que les Européens sont un peu fâchés avec le progrès. Mon explication est une explication historique. Je pense que ce sont les guerres mondiales qui ont cassé cette croissance naïve dans le progrès et qui nous a accompagnés tout au long du 19e siècle. Stéphane Zweig, dans ses mémoires, par exemple, raconte ça de façon absolument extraordinaire. Vous avez des pays très innovants, avec beaucoup de croissance, qui deviennent très riches. Paf, vous avez la Première Guerre mondiale qui arrive là-dessus. Et avec le gaz moutarde, vous tuez les gens dans les tranchées. Je peux vous dire que... D'ailleurs, récemment, j'étais très intéressé par les rétrospectives sur la libération des camps de concentration. On a beaucoup parlé d'usines de la mort.
Vous voyez tout ce qu'il y a derrière usine de la mort. Vous voyez derrière usine, il y a production, il y a capitalisme, il y a marché, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a innovation. Donc, on est très marqué par ça en Europe. Moi, je pense que l'agenda de l'Europe ces prochaines années, c'est de réconcilier toutes les formes de progrès. C'est de dire, au fond, il y a du progrès technologique, il faut en faire du progrès économique. Ça s'appelle l'innovation. Il y a du progrès économique, il faut en faire du progrès social. Ce qu'on appelle l'économie sociale de marché, un label très européen. Et on a du progrès social, il faut essayer de coiffer ça par un ordre éthique, par un ordre moral. Et ça, c'est une réactualisation des Lumières. C'est nous qui avons fait les Lumières. Donc je trouve qu'il y a un discours absolument merveilleux à tenir. Mais en effet, il faut en convaincre la classe politique, parce que je suis d'accord avec vous, pour l'instant, personne n'a pris ce chemin-là. Alors peut-être que un des nombreux candidats qui se présentent pour 2017, peut-être que parmi eux, il y en aura un qui ajoutera ça dans son programme. Espérons. Et qui fera peut-être la différence. Espérons. Merci Nicolas. Merci.